Dear. Valide. People. Et bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. C'est Damien qui vous parle et cette fois-ci à nouveau depuis le studio de la radio FM+. Aujourd'hui encore une petite émission hors série où on va parler d'un sujet un peu différent d'habitude que nos conférences à café, mais qui se rejoint totalement. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui a eu lieu le 22 et 23 juin 2023 à l'université Paul Valéry, un événement organisé par les étudiants et étudiantes du master développement social de l'université. Donc cet événement, c'est les JDS, Journée du développement social. Ça a été un événement qui a été découpé en 4 demi-journées. Chaque demi-journée était consacrée à une thématique précise. Et une de ces thématiques était l'handicap et la sexualité. Nous étions présents avec Camille sur l'événement et nous souhaitions en discuter, en faire un petit débriefing et aussi voir ce que pouvait apporter ce genre d'événement à la thématique et quelles informations on pouvait avoir en plus. Et pour parler de cet événement, je suis en compagnie d'une des organisatrices de la partie handicap et sexualité. Bonjour Laura Soulier. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va ? Bah ça va, hein, contente d'être ici pour parler de ça. Donc trop contente. Nous aussi, on est très contents de te recevoir. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler de cet événement, les JDS, dans quel contexte l'événement s'inscrit ? Ouais. Alors du coup, donc les JDS, Journée du développement social, qui du coup se sont organisées fin juin 2023. En fait, c'est un peu la consécration d'un an de travail pour tous les étudiants et étudiantes du master du coup intervention et développement social de Paul Valéry 3. Et en fait, nous, donc on est 6 filles. Il y a Élodie, Bouchra, Alice, Clarisse, Noémie et moi. On a travaillé sur justement le handicap, la vie intime et sexuelle sur une demi-journée, donc le jeudi matin. Et en fait, l'objectif des JDS, juste globalement, c'est de parler de sujets sociaux. Et donc, nous, on a choisi de parler du handicap et de la vie intime et sexuelle parce qu'on trouvait que c'était un sujet qui n'était pas assez discuté et qu'on voulait justement à la fac en parler et que ça permettrait aussi de débloquer peut-être certains déblocages au niveau politique, public ou dans les établissements médico-sociaux et faire du bien aussi à ceux qui peuvent souffrir ou se questionner sur tout simplement leur sexualité. Et voilà, peut-être. D'accord. J'ai bien dit. Merci. Et comment s'est passé en fait le choix des sujets ? Est-ce que ça a été d'abord des sujets qui ont été proposés, mais notamment par les professeurs, puisque c'est un des événements au sein de votre cursus universitaire, ou est-ce que vous avez été libre de faire votre équipe, faire vos groupes, et ensuite de choisir ensemble, mais quel était le sujet qui vous attirait le plus ? Ouais, alors donc c'était en septembre, au début d'année, c'était vraiment assez libre. Chaque étudiant et étudiante pouvait un peu parler, discuter entre eux de qu'est-ce qu'on voulait parler pendant les JDS. Et en fait, donc nous, on s'est constitués en groupe. Le seul impératif qu'on avait, c'était de parler du handicap. On avait
il y avait une thématique, c'était le handicap. Et après, peu importe quelle forme, etc., on y prenait. C'était un sujet en tout cas qui ressortait et que tous les étudiants voulaient traiter. Et donc, on a parlé entre nous. Et en fait, on parlait on trouvait que c'était fou, la violence que peuvent subir les personnes en situation de handicap, que ça soit des violences du quotidien, je sais pas moi, d'accessibilité ou de dossiers qu'il faut attendre d'être traités pour avoir une certaine aide. Voilà, des violences globales, sociétales, institutionnelles. Et après, en fait, Alice a parlé d'une expérience qu'elle a vue en stage, où en fait, il y avait deux jeunes qui étaient dans les toilettes ensemble. Et donc, c'était un stage dans un établissement médico-social. Et donc, elle a vu cette scène où, du coup, il y a un éducateur social qui a vu, un éducateur spécialisé. Et voilà, la directrice est venue et directement les a sanctionnés. Et elle a vraiment ressenti, une certaine, même elle le vivait pas, mais elle se sentait mal par rapport pour eux. Et ça a été directement pris une sanction et elle trouvait ça fou qu'il n'y ait pas eu d'accompagnement ou de moments de questions peut-être sur qu'est-ce qu'ils voulaient faire, etc. Et que ça c'est directement été obligé de faire une sanction et il n'y a pas eu après de compréhension et voilà, que ça soit quelque chose d'interdit aussi. Elle ne comprenait pas et du coup on en a beaucoup discuté et on s'est dit mais trop intéressant. Et après c'est pour ça qu'on a fait plein de recherches sur comment ça se passe en établissement médico-social. De quoi on a le droit, de quoi on n'a pas le droit, et qu'est-ce que les personnes en situation de handicap, comment ils le ressentent, et les travailleurs sociaux. C'est vrai que nous, on n'est pas en situation de handicap, donc peut-être qu'on le vit moins. Mais je pense que de toute façon, la sexualité, c'est quelque chose que tout le monde... avoir des relations avec les autres, tout le monde a les mêmes besoins. Mais quand on est en établissement, je pense que il y a certaines règles qui contraignent beaucoup les résidents. Et on a fait beaucoup de recherches et on a vu que c'était impressionnant. Même les travailleurs sociaux souffraient d'incohérences et ils ne comprenaient pas comment réagir face à ce type de situation, comment accompagner les personnes à être mieux dans leur sexualité, mieux dans leur corps. Et surtout quand c'est un handicap psychique, c'est pas forcément simple de faire comprendre comment se masturber, comment comment être bien dans son corps, quoi. Donc, t'as dit plein de choses, là. Je suis en train de revenir à ce que tu disais par rapport à l'expérience d'Alice. Au-delà de trouver ça fou, est-ce qu'elle trouvait ça aussi injuste? Ah bah oui. Ah oui, totalement. Mais même ça, oui, on le partage. Pourquoi Parce qu'ils sont en établissement médico-social, il devrait avoir des règles qui sont illégales d'ailleurs, contre au droit à l'intimité de tout citoyen. Mais là, c'était un exemple, mais du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de situations comme ça, parce que pendant toute cette année, on a eu des entretiens avec à la fois des travailleurs sociaux, mais aussi des personnes en situation de handicap, des formateurs, formatrices à l'éducation sexuelle. Bref, on a recueilli beaucoup d'exemples et de témoignages, et on a été impressionnés quand même qu'en fait, surtout en établissement médico-social, c'est pas forcément... ils ne respectent pas forcément les règles et les libertés et droits de tout citoyen. Et on trouve évidemment ça injuste parce que en fait, chacun a le droit de se sentir bien et faire ce qu'il veut. Et c'est fou quand même qu'on puisse refuser que des personnes puissent se voir dans une pièce, que...
je sais pas, de sortir, par exemple, il y a aussi des règles qui, même si c'est des règles, par exemple, le fait de ne pas pouvoir sortir le soir en établissement médico-social, je me répète. Ça, c'est, même si c'est pas contre, enfin, c'est pas directement, je pense que les directeurs, ils se disent pas, oh, on n'a pas envie qu'ils aient des relations intimes, qu'ils rencontrent des personnes, voilà. Je pense pas que c'est quelque chose de volontaire, mais en fait, enfin, involontairement, ça a un impact sur les gens parce qu'ils peuvent pas aller faire des rencontres comme tout le monde, sortir le soir, voir des gens. Et quand il y a des règles très, voilà, très strictes, comment bien voilà, développer du lien social avec les gens. Et finalement, vous avez eu ce sujet, donc handicap imposé, au final vous avez décliné sur la sexualité. Ensuite, vous êtes parti sur une phase de recherche, donc différents témoignages, des professionnels, des personnes concernées aussi. Comment vous vous êtes organisé à ce niveau et quel résultat vous avez eu aussi derrière? Ouais. Alors, dès le début, forcément, en tant qu'étudiant, directement, on allait sur Cairn, sur donc, un site internet universitaire où il y a des articles scientifiques de sociologie, de psycho, enfin voilà, dans le social. Et en fait, on lisait beaucoup d'articles et on se rendait compte que dans la recherche, il y avait très peu de témoignages de personnes en situation de handicap qui parlaient de leur vécu en lien avec leur intimité, leur rapport au corps, leur sexualité, et que c'était beaucoup des chercheurs ou des professionnels qui parlaient, eux, de leur pratique et de comment ils voient les choses, mais pas souvent ceux qui le vivent. Du coup, on s'est dit, mais faut qu'on rencontre des personnes qui le vivent. Donc voilà, ça a commencé par là. On a fait un peu, on allait voir directement l'APF parce que c'est vrai qu'on avait des contacts déjà avec eux. Donc on a rencontré Guillaume Bourdieu, Frédéric, Christian, qui nous ont donné beaucoup de temps, avec qui on a fait des super vidéos qui parlent justement de comment eux ils ont vécu leur sexualité, qu'est-ce qu'ils aimeraient, peut-être les limites. Et voilà, puis après aussi on a rencontré du coup des travailleurs sociaux. Alors je sais plus exactement combien on a eu, mais on a quand même une trentaine d'entretiens. Et une grande limite, je trouve que, bon, c'est partagé quand même, mais de notre recherche, c'est vrai qu'on voulait avoir des femmes en situation de handicap, mais on a eu vraiment des difficultés à avoir des femmes qui voulaient parler de ce sujet, ou même parce que c'est vrai qu'on on n'arrivait pas directement à... En fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on passe par des structures, des établissements médico-sociaux ou des assos pour être en contact avec des personnes qui ont un handicap. Donc forcément, eux, j'imagine qu'ils nous ont orientés, et donc ils nous orientaient plus vers des hommes, ou alors ceux qui répondaient, qui étaient d'accord pour parler, c'était plutôt des hommes et moins des femmes. Même si on en a eu des femmes, mais moins. Et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'ils ont une conception quand même... une réalité différente quand même, de par leur corps, de par... tout. Bien sûr. Et justement, vous avez pu rencontrer des femmes, et au final, dans quelles circonstances est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens qui sont actuellement en établissement médico-sociaux? Parce que là, tu as parlé de Guillaume, Christian, Frédéric, que je connais, qui sont encore en vie ordinaire, comme on dirait. Au final, est-ce que vous avez pu avoir des gens qui sont encore en établissement médico-sociaux? Très bonne question. On voulait, mais malheureusement, en fait, on est obligé de passer par la direction des établissements médico-sociaux, et souvent, ils refusaient. Et nous, on était impuissants, en fait. On se sentait vraiment impuissante, et on ne savait pas comment... alors que ça pourrait être chouette pour les personnes, gens. Pour les gens, en fait, les établissements nous disaient non, parce qu'ils avaient peur, en fait, que ça mettrait une mauvaise image à
Alors, enfin, j'imagine, hein, voilà, avec l'analyse, une mauvaise image sur la gestion, je sais pas moi, le management et la manière dont le droit à l'intimité est pensé en établissement. Est-ce que ça, tu dirais que ça a été justement une difficulté dans l'organisation de l'événement? Euh, Après, en fait, les témoignages enfin, ceux qui étaient en établissements médico-sociaux, du coup, on n'en a pas eu, mais on a parlé avec donc le CREDAVIS, un centre de ressources dans la sexualité et l'intimité, qui, eux, accompagnent des établissements médico-sociaux et qui forment des travailleurs sociaux et qui accompagnent aussi des familles, et voilà. Donc, finalement, il y a beaucoup Et d'intermédiaires là. beaucoup d'intermédiaires. Mais c'est vrai que du coup, les témoignages de ceux qui habitent en établissement, on avait plus ceux-là. Mais après, ceux des personnes... on a eu beaucoup, effectivement, de personnes en situation de handicap, mais en vie ordinaire. Je sais plus ta question. Je me suis perdue. Je demandais si pour toi ça a été une difficulté, ce cloisonnement au final pour l'organisation de l'événement. Là, ça a été une contrainte, vous avez été obligé de travailler avec et vouloir faire un événement le plus qualitatif possible. Je vais en profiter pour annoncer la première interlude, chers auditeurs. On vous retrouve juste après pour parler de l'événement lui-même, comment il s'est passé et comment il s'est déroulé en plusieurs étapes avec une partie ensemble et une partie atelier. On se retrouve juste après. Et nous sommes de retour, chers auditeurs, pour cet épisode hors-série sur le JDS, Journée des développements, du développement social organisé par les étudiantes du master de Paul Valéry, développement social. On se concentre aujourd'hui sur cette demi-journée consacrée au handicap et à la sexualité, toujours en compagnie de Laura Soulier, qui fait partie des organisatrices de cet événement. En première partie, on a parlé avant de l'organisation de l'événement et notamment de la prise de contact avec des personnes concernées, des établissements sociaux. Maintenant, on va parler de l'événement lui-même, comment il s'est déroulé. Mais juste avant ça, je voudrais te poser une autre question, Laura, que j'ai pas eu le temps de poser avant. C'était pour vous, quel était le but de cet événement? Il me semble que c'est important. Grave. C'est clair, même moi je l'ai pas mentionné. Pour nous, le but c'était de libérer la parole et de parler d'un sujet qui, même s'il est difficile, on trouve ça important parce que plus on en parle, plus on se libère je pense, de souffrance et aussi de permettre de faire rencontrer des personnes concernées et des travailleurs sociaux autour de cette thématique. On voulait vraiment qu'il y ait des rencontres et une prise de conscience peut-être de l'importance d'en parler et de former les travailleurs sociaux à l'éducation sexuelle et à la prise en compte des droits de citoyens finalement. Libérer la parole, c'est forcément une initiative qu'on encourage. Nous, à Dirvel People, c'est aussi ça qu'on essaye de faire pour notre travail, libérer la parole, autant des personnes concernées que des personnes indirectement concernées, parce que, comme tu as pu l'expliquer, Laura, la première partie, ça a un impact autant sur les personnes concernées que sur les travailleurs sociaux. Au final, un cas comme dans l'autre, on est un peu perdu et au final, on se retrouve à appliquer des règles bêtement sans réellement penser à l'impact. Maintenant, on arrive à l'événement. Est-ce que tu pourrais nous décrire comment s'est déroulée cette demi-journée ? Alors du coup, donc on avait 3 heures le matin.
Donc, en fait, tout le monde était réuni à 9 heures. Enfin, il y avait le café, évidemment, on commence la journée comme ça. Café, petit déjeuner. Et après, donc, on était dans l'amphithéâtre. Évidemment, on a quand même fait attention que toute notre demi-journée soit accessible pour ceux en fauteuil roulant. C'était vraiment pour nous hyper important, même si ça a été des fois un peu difficile parce qu'il fallait vraiment trouver une salle accessible et il y a pas, enfin voilà, avoir des disponibilités au niveau des salles. Bon, on a quand même réussi, même si c'était pas l'endroit idéal, je pense. C'était quand même Est-ce que, accessible. est-ce que ça a été un énorme travail de trouver un lieu accessible à tous? Bah, ça allait parce que quand même la fac, elle a quand même un plan d'accessibilité bien pensé. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a des travaux et au niveau des salles disponibles, il n'y en avait pas énormément. Et au niveau des travaux, en fait, on s'est retrouvé dans un endroit où, en fait, qui était à côté des travaux. On n'avait pas vraiment le choix, mais c'est vrai que pour celles et ceux qui ont pu passer, c'était peut-être un peu gênant de passer à côté de... Enfin, voilà, dans un passage qui, du coup, est en travaux. C'est pas l'idéal, contrairement à l'autre. Enfin, voilà, tu devais pas passer au même endroit, donc forcément, ça crée encore une cassure, enfin pas une cassure, mais voilà, un rappel sur ta différence, je trouve. Mais bon, bref. Est-ce que vous aviez cette contrainte de travailler avec des salles, des lieux au sein de l'université ou est-ce que vous pouviez chercher ailleurs? Non, oui, on avait cette contrainte de le faire à l'université quand même. Ça explique des choses aussi. Ouais. Oui, voilà. Et après, sinon, donc on a fait un peu présentation de comment ça allait se dérouler la demi-journée et nos recherches. Voilà, pourquoi nous est venu ce sujet-là, pourquoi c'est important, quel est notre but. Et on a fait une table ronde donc, avec donc Guillaume, Frédéric et Christian, que j'ai mentionné tout à l'heure, Et de aussi, l'APF. Et, oui, et j'ai et oublié la quatrième personne. Magali Marot, donc, responsable développement du centre Intime Agir Occitanie. Et Evelyne Sézy, qui est travailleuse sociale, qui a beaucoup travaillé, qui a fait un mémoire là-dessus sur le droit à l'intimité des personnes en situation de handicap. Et Inès Bensoulia, juriste dans tout ce qui est droit à la santé et qui est aussi en situation de handicap. Et donc, on a fait une table ronde et voilà, il y avait plusieurs questions sur voilà, les représentations sociales de quelqu'un en situation de handicap et comment ça pouvait avoir un impact sur la sexualité. Et on voulait quand même que le public quand même participe. Et on avait pensé à... Parce que c'est pas simple. En fait, on avait très peur aussi pour cette journée qu'il y ait... que ça soit difficile. Bon, on savait déjà que c'était difficile pour les intervenants de discuter, mais on les avait quand même assez préparés sur ils sont légitimes à voilà, parler d'eux et en fait c'est important d'en parler, mais on avait peur que le public ne réagisse pas vraiment, ne participe pas trop. Donc on s'est dit peut-être faire un quiz, un système de quiz en ligne où ils posent directement leurs questions ou leurs remarques sur leur téléphone. Du De coup, manière anonyme. oui, de manière anonyme, quand même important. Et c'est vrai que ça a bien fonctionné, je trouve, ce système, parce qu'il y avait des questions où on n'a pas pu répondre à tout, mais il y avait quand même des personnes qui, en fait, n'ont pas participé dans le public, mais qui posaient leurs questions via leur téléphone. Durant ce moment, tous ensemble, il y a eu des temps de parole pris par Christian, par Frédéric, par Guillaume. Il me semble que vous avez passé aussi des morceaux de ces vidéos témoignages dont tu parlais en première partie. Est-ce que pour toi, selon toi, durant cette première partie de l'événement, il y a eu un moment un peu marquant pour toi que tu retiens? Ah, c'est une question difficile. Je ne saurais même pas quoi répondre, parce que pour moi, toute la journée a été... toute la demi-journée a été quand même... Riche. voilà, très riche, mais j'ai trouvé... Enfin, moi, ce qui m'a marqué, c'est...
J'ai trouvé ça super quand même qu'on puisse parler de ce sujet-là à la fac et de voir des intervenants, enfin des personnes parler de leur intimité, de comment ils vivent les choses, de quelque chose finalement très personnel au sein d'un amphithéâtre d'université. Je me suis dit, enfin, je trouvais ça super intéressant de, en fait, les savoirs académiques, c'est aussi enfin, il n'y a pas que ça, il y a aussi les savoirs de ce que enfin, Empirique. voilà, ouais, c'est Empirique. ça, empirique, expérientiel. Et, et voilà, et je trouvais ça super touchant. Moi, je vais te reparler d'un petit passage dont on a pu déjà discuter ensemble pendant la préparation de cette émission, et c'est sur le moment, une question de ce fameux quiz. La première question a été de suite, est-ce que vous seriez, alors je pourrais pas la reprendre mot à mot, mais est-ce que vous accepteriez des aventures d'un soir? Et sur quoi Frédéric a répondu que lui, en tout cas, il cherchait l'amour, le vrai, et que c'était pas quelque chose qui l'intéressait. Euh, comment tu réagis, toi, comment as-tu réagi face à cette première question? J'ai trouvé très intéressante et pertinente parce que c'est vrai que comment expliquer? Euh, ce qu'on a pu voir en discutant avec les personnes toute cette année, c'est que il y avait toujours cette limite de, en fait, enfin, pas pour tout le monde, hein, je veux pas généraliser, mais ceux qui étaient en situation de handicap, certains et certaines, enfin bref, qui nous disaient que, en fait, c'était plus simple d'avoir des aventures d'un soir que d'avoir des relations de long terme, parce que quand tu as des relations de long terme, c'est forcément un engagement et qui se confronte directement à la réalité et en fait, entre guillemets, il va falloir je m'occupe de lui ou de elle, voilà, que je l'aide dans son quotidien. Et en fait, c'est une projection que la personne peut-être se fait, alors que la personne, en fait, en situation de handicap, elle se débrouille ou elle a toujours bien vécu. Enfin, et Oui, ça rejoint un petit peu quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu disais que pour les personnes invitées, ça pouvait être difficile d'en parler. Et moi, je me dis qu'en fait, on prête souvent cette qualité-là, c'est que c'est difficile de parler du handicap, c'est que ce serait difficile d'avoir une aventure d'un soir. Et je pense qu'en fait, c'est des a priori qu'on se met dans notre tête et peut-être, comme tu dis, aussi des projections. Moi, quand j'ai entendu cette question, j'avais envie de la renverser en fait et de dire est-ce que toi, tu serais prêt à avoir une aventure d'un soir avec une personne en situation de handicap? Et je trouve qu'en fait, la question, elle est intéressante d'être de côté en fait. mm, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Et c'est d'ailleurs enfin ce qu'on voulait, nous, enfin, parce que du coup, après ce moment de table ronde, il y avait des ateliers. Il y en avait 3. Et donc le premier, c'était un peu plus sur les représentations sociales du handicap et être avec les premiers concernés et discuter autour peut-être des préjugés enfin des préjugés, des représentations sociales et tout. Le deuxième, c'était plus sur en établissement médico-social comment ça se passe. Et le troisième, c'était la sexualité et le droit et les droits. Et c'est vrai que là, enfin le premier atelier, c'était vraiment, enfin on a vraiment voulu avec Frédéric, Christian et Guillaume, parce qu'on construit ensemble, pas être dans ah je suis quelqu'un en situation de handicap, donc je dis comment je ressens les choses et en fait les gens ne participent pas et ne disent pas eux qu'est-ce qu'ils en pensent. Et du coup on a fait un petit débat mouvant auquel tu as pu participer
Et c'est vrai que j'ai trouvé ça bien et même eux, ils ont aimé en fait remettre un peu à leur place les préjugés que la société peut avoir. Oui, d'ailleurs, on a pu remarquer que durant cet atelier, souvent les gens changeaient de réponse pendant la question. Que souvent les gens se mettaient d'abord sur pas d'accord, puis ensuite d'accord finalement, parce que après explication des personnes concernées, que ce soit Christian, Fred, Guillaume ou même moi, et finalement les gens se disent ah mais en fait d'accord, donc ils changent de réponse. Et Mm. c'était aussi très rafraîchissant d'avoir ce feedback direct, de voir que les gens pouvaient changer Mm. d'idée directement quoi de suite. Et Ouais. ça c'était très agréable aussi. Oui, parce que c'est... Enfin, justement, on voulait faire un débat mouvant sur bah, qu'est-ce qu'on pense. Enfin, on avait mis des phrases, du coup, au tableau, un peu des phrases clichés du style... je sais même plus, mais du style une personne en situation de handicap n'a pas de... Enfin, on a essayé vraiment d'être vraiment très... un Impactant, peu très voilà très brut. impactant, très Très brut pour brut. que les Oui. gens puissent se positionner. Par exemple, voilà, les personnes sur le handicap n'ont pas de besoins sexuels. Donc là, heureusement, on a été quand même soulagés que tout le monde, enfin la plupart, se sont dit, bah, en fait, si tout le monde a des besoins. Puis là, on a discuté là-dessus. Après, il y avait, est-ce que, enfin, un directeur d'établissement médico-social ne doit pas se préoccuper de la vie intime des Mm. résidents. Et là, ça, c'est une question qui a quand même provoqué un peu plus le débat, parce qu'il y en a qui disaient oui, mais c'est quand même important que les travailleurs sociaux, la direction nous posent des questions et prennent en compte en fait Mm. nos besoins sociaux, intimes. Et en même temps, il y avait l'argument inverse aussi où c'était pas ses affaires, au final, au directeur de se mêler de la vie intime de ces personnes. Il y avait en effet les deux sons de cloche, parce qu'il y avait aussi une majorité de personnes, de travailleurs sociaux durant cet atelier, mine de rien, mais on entendait ces deux sons de cloche. Et je trouvais ça intéressant aussi qu'il y avait des personnes, travailleurs sociaux, mais étant eux-mêmes en situation de handicap, alors pas forcément moteur, on n'a pas précisé, mais des quatre personnes concernées dont on a parlé, en fait, c'est principalement des personnes avec un handicap moteur. Là, c'était une personne, une travailleuse sociale, si je me souviens bien, qui était elle-même en situation de handicap visuel. Et c'est vrai que c'était intéressant de aussi commencer à voir les différences et de se sentir même concerné par cette thématique. Et au final, d'être un petit peu au milieu entre les deux mondes. Je trouvais ça Mm. très chouette. Ouais, j'ai rien de plus à rajouter. Eh bien, on va passer à la dernière interview, chère auditrice, avant de passer à la dernière partie sur après ce qu'on retient de cet événement et comment on pourrait le faire évoluer, comment on pourrait le réutiliser plus que de faire une émission sur Dear Valley People. À tout à l'heure, chère auditrice. Et de retour, chère auditeuse, pour cette dernière partie de l'émission spéciale JDS, toujours en compagnie de Laura Soulier, qui a organisé la demi-journée spécialisée sur le handicap et sa actualité. La partie précédente, on a pu parler de l'événement lui-même, comment il s'est déroulé. Une première partie, table ronde, où tout le monde écoutait, et une autre partie, atelier, où là on est divisé en groupes. Maintenant, pour cette dernière partie, on va parler plutôt de la suite et qu'est-ce qu'on retient
de cet événement. Alors Laura, comment tu pourrais résumer cet événement? Moi, j'ai été très contente et d'ailleurs, on en a discuté avec les autres filles du groupe aussi parce que, enfin, surtout la partie un peu. En fait, tout ce travail, on l'a quand même. On n'a pas été seuls à le penser et c'est vrai que tous les intervenants nous ont beaucoup apporté et se sont aussi apportés mutuellement. Et ça a fait des belles rencontres, même enfin, voilà, que ça soit professionnel ou personnel. Enfin, par exemple, Evelyne Sézy a rencontré Magali Marot du centre de Intimagir. Et après, au niveau pour le développement de ce centre Intimagir qui est en train de se développer, qui est un centre en fait de ressources et de développement de en fait, l'éducation sexuelle et qui essaye un peu d'être coordinateur en région Occitanie sur cette thématique et en lien avec toutes les parties prenantes de, de ce domaine-là. Et du coup, c'était chouette pour elle. Et après, Guillaume, Frédéric et Christian, ça a permis, je pense, enfin ils nous l'ont dit, de parler de cette thématique. Bon, Guillaume, il avait l'habitude, mais Frédéric, Christian, c'était pas simple dès le début d'en parler. Et je pense que ça leur a un peu fait du bien. Et même, c'est rigolo, mais même, c'est quand? Septembre, octobre. Il y a Frédéric qui me rappelle en disant on aimerait faire un atelier à l'APF. Est-ce que tu peux me passer le numéro de Guillaume? Enfin, en fait, il y a eu peut-être un espèce de, moi je l'analyse comme ça, peut-être de déclencheur et de volonté d'en parler plus avec d'autres personnes, parce que du coup, il parlait de faire un atelier. Bon, je sais pas la suite, hein, mais pourquoi pas faire un atelier avec d'autres personnes, justement, de parler de ça, parce que juste ça fait du bien et de voir qu'on n'est pas les seuls et de trouver des solutions, parce que, je sais pas moi, si ça se passe bien en établissement médico-social, en fait, on est libre, on peut trouver des solutions pour faire, je sais pas moi, des pétitions et se révolter et, euh, et voilà, mais et puis surtout de s'inspirer mutuellement, de se conseiller, plus que ça soit, enfin, le regard, je pense, on peut se conseiller entre personnes concernées et pas forcément ce qu'on voit, je trouve, c'est souvent un professionnel qui conseille une personne en situation de handicap ou enfin bref, une personne qui a un problème, entre guillemets. Enfin, j'aime pas, voilà, mais je simplifie, mais alors qu'en fait, on peut tellement s'aider juste en parlant d'une thématique entre personnes qui sont normales, sans étiquette, sans statut. Donc voilà ce que moi je retiens qui était chouette. Et même faire ce podcast, je trouve ça super chouette. En off, on avait pu un petit peu parler des cibles de l'événement et tu m'avais dit que la cible c'était autant des travailleurs sociaux que des personnes concernées. Maintenant, à la suite d'événements, avec un peu de recul, est-ce que tu penses que l'objectif a été accompli de réussir à toucher à ces deux cibles? Ou est-ce que tu penses qu'il y a des choses à améliorer à ce niveau-là et comment tu aimerais les améliorer? Oui, alors c'est sûr qu'idéalement on aurait voulu qu'il y ait un peu plus de diversité dans le public parce qu'il y avait en fait il y avait un peu de tout, mais il y avait quand même plus de travailleurs sociaux et d'étudiants dans ce domaine-là que de personnes concernées. Je sais pas, enfin voilà, moi c'est ma perception. Oui, Je confirme. Je confirme. Et c'est vrai que je trouve ça dommage. Mais après, oui, sûrement peut-être nos modes de communication, peut-être qu'ils n'ont pas été assez, on n'a pas assez insisté sur la communication. Et puis aussi les limites de ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est par qui.
Enfin, mis à part aller mettre des flyers et aller dans l'espace public et coller des affiches, peut-être que du coup, ça aurait pu permettre de ce biais-là d'avoir plus de personnes concernées que de passer par les établissements médico-sociaux qui répondent pas forcément. C'était plus compliqué. Euh, oui, je pense que en com, on aurait pu plus communiquer, plus relayer. Mais aussi, d'un côté, on voulait pas trop non plus qu'il y ait beaucoup de monde parce que après il y avait les ateliers. Et au vu de notre thématique, on voulait pas qu'il y ait qu'il y ait trop de monde parce que faire un atelier à 50, c'est impossible. Donc c'était toujours la limite des événements où tu veux qu'il y ait du monde, mais pas trop non plus. Mais bon, on était quand même content qu'il y ait des travailleurs sociaux parce que il faut que ça avance du côté des politiques publiques et voilà, qu'il y ait une prise en compte en fait de l'accompagnement aussi fait et de la posture à avoir et si là déjà ça avance, peut-être que ça va se répandre de partout. Je sais pas. Oui, c'est vrai que vous êtes confronté à la problématique que tout organisateur d'événements autour du handicap se confronte, c'est comment réussir à toucher cette cible qui peut être au final très difficile à toucher de par le cloisonnement des établissements médico-sociaux, mais aussi parce que finalement ils ne sont pas forcément dans ces établissements-là, donc comment réussir à les interpeller et dire que cet événement les concerne en sachant que c'est des personnes qui ne reconnaissent pas forcément avoir un handicap non plus. Donc là, c'est aussi très très complexe. Encore aujourd'hui, on est aussi au balbutiement de tout ça. On essaye de changer ça à dire avec people et de dire que le handicap n'est pas une honte et qu'il faut reconnaître qu'on est en situation de handicap pour ensuite pouvoir reconnaître les événements qui vont nous apporter. Sur cet événement, on a parlé sexualité et handicap moteur, surtout de par la nature de handicap des invités. Est-ce que vous aimeriez faire un prochain opus, si jamais c'était possible, avec des invités plus divers en termes de handicap? Bah oui, totalement. Mais enfin, en fait, c'est toujours la limite ouais, c'est un engagement. Euh, comment expliquer? Moi, je parle en mon nom. Moi, je sais pas les autres filles de mon groupe. C'est vrai que moi, ça m'a super passionnée. Euh, et après, à voir comment suivre ou pas la dynamique. Et je trouve ça super aussi en fait, de dire le handicap, ça concerne tout le monde et d'en parler. En fait, de de pas en fait réserver ça que à des personnes en situation de handicap et c'est vrai que le handicap en fait c'est quoi? C'est un papier en disant que tu es handicapé enfin on a tous chacun je pense des handicaps et à différentes échelles mais il y en a des fois qui sont pas reconnus et moi par exemple voilà je suis pas je pourrais peut-être entamer, je sais pas, peut-être une démarche ou j'en sais rien. Je suis pas en situation de handicap, mais peut-être que Pas je le suis encore. pas encore. Enfin voilà, c'est des fois des trucs où il faut se poser des questions. Et je pense que c'est une manière de se sentir. Et après pour la suite, je pense que c'est tout dépend de l'engagement perso des personnes, mais comment on pourrait améliorer la chose, je pense en parlant plus, en faisant rencontrer des personnes. Après, c'est vrai que le handicap psychique, mental, je pense qu'il faut beaucoup plus de temps peut-être pour expliquer ou avoir utilisé peut-être des méthodes de visuel ou
Voilà, après, je suis pas professionnelle, donc je pense qu'il faudra toujours s'accompagner de personnes qui... Enfin, il y en a des thérapeutes, des sexologues qui accompagnent des personnes concernées à se sentir bien dans leur corps et qui ont plein de méthodes, des outils, que ça soit je sais pas, enfin, tout dépend du matos, là, ou alors, enfin, tout ce qui est hypnose, enfin, il y a plein de techniques. Mais du coup, je pense qu'il faut s'accompagner de personnes qui sont toujours plus compétentes que nous et co-construire des trucs ensemble pour trouver des solutions. Je trouvais ça très intéressant aussi au début de ta réponse quand tu parlais de que ça nous touche tous et autant le handicap mais aussi la sexualité, c'est quelque chose moi qui pour moi manque dans ce genre d'événement quand on parle de ce sujet handicap et sexualité, on en parle toujours comme d'un sujet à part alors qu'en fait pour moi c'est un sujet qui découle de la sexualité, en fait, quelque chose qui nous concerne tous et toutes. On a tous un rapport à la sexualité plus ou moins. Il y a des personnes asexuelles, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de rapport avec la sexualité aussi, surtout dans ce monde hyper sexualisé d'aujourd'hui, où finalement je pense que, comme tu dis, en parler, poser des questions, c'est pouvoir se libérer et se sentir mieux. Et en effet, le handicap, c'est aussi des fois, dans certains cas, une reconnaissance administrative avant tout qui va nous empêcher ou nous permettre d'avoir les éléments dont nous avons besoin. Pour terminer cette émission, Laura, je vais te permettre une chose, parce que tu m'as souvent demandé ce que moi j'en pensais, et donc je vais te permettre aussi de me poser une question. Pour terminer cette émission, quelles questions tu aimerais me poser? J'en ai trop. Si tu aurais pu changer dans cet événement, intervenir à un moment et soit dire quelque chose, soit changer voilà, enfin intervenir à un moment, dire quelque chose, ou à un moment où t'as pas été, ou que tu t'es dit ah j'aurais pas fait comme ça moi, qu'est-ce que ça aurait été? Alors, j'avoue, je pense qu'il n'y en a pas. Le moment où j'aurais aimé intervenir, mais que j'ai pas eu le temps d'intervenir, c'est sur cette fameuse question tout à l'heure de l'aventure d'un soir, où au final, c'est Frédéric qui a répondu en parlant de son expérience personnelle et qui, je trouve, moi, il est un peu dommage. Et c'est souvent ce qui se passe dans ce genre d'événement, c'est qu'on invite des personnes concernées et au final on vient essentialiser sa parole alors que sa parole ne correspond pas à l'ensemble des personnes en situation de handicap, surtout quand il y en a dans la pièce. Et donc j'aurais aimé avoir l'occasion en effet de retourner la question à des personnes valides et de leur poser la question si eux il pourrait avoir une aventure d'asseoir avec une personne handicapée. Est-ce que je modifierais, moi, quelque chose aussi, je pense, parce que ça correspond à un stéréotype qui est aujourd'hui dans ce genre d'événement, c'est ne pas garder ce style de handicap et sexualité, parce qu'on parle beaucoup, au final, de handicap moteur, et je trouve ça un peu misleading, trompeur. Euh, Désolé de cet anglicisme, mais je trouve ça trompeur de dire qu'on va parler handicap et sexualité en général, alors qu'au final on va se limiter à des personnes en situation de handicap moteur. Je te remercie, Laura, d'avoir été présente pour cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, pour nous avoir écoutés, de connaître que ce genre d'événement existe. Et Ouais. j'espère que les personnes concernées seront attentifs à ce qui se passe et avoir la possibilité de parler de ce qui se passe dans leur vie, c'est important. Oui. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt. Merci. Dear. Valide. People.